En fait, oh mes sœurs, la solution est simple. Bon, ça risque de prendre quelques centaines de milliers d'années, mais les résultats seront probants, je vous le promets. Il nous faut apprendre à aimer les doux. À force d'admirer, de se pâmer devant, de voter pour, de soupirer après, de copuler et nous reproduire avec les gagnants, les mecs-mecs, les battants, les musclés, les testostéronés, les alphas, les riches, les Trump, les Alexandre le Grand, les DSK, les Amin Dada, les Genghis Khan, les Ivan le Terrible, les Jeff Bezos, les Jules César, les Attila le Hun. Nous avons sélectionné pour les mâles de notre espèce des gènes, certes utiles dans le passé, mais parfaitement catastrophiques dans le présent. Nous devons de toute urgence arrêter. Ce ne sont ni les êtres humains, ni les hommes en général qui conduisent actuellement à leur perte des millions d'espèces terrestres dont la nôtre. Ce sont les hommes dominants. Prenez n'importe quel journal ou revue dans n'importe quel pays du monde, lisez-le, de quoi parle-t-il? Il parle de ce que font les hommes dominants, qui partout sur la planète dirigent les pays, les armées, les églises, les multinationales, les villes, les régions, les supermarchés, les usines, les syndicats, les commissariats, les journaux, les bourses, les maisons d'édition, les chaînes de télévision, les entreprises, les universités, les instituts de recherche, les centrales nucléaires. Mes sœurs, il n'y a pas photo. Il faut aimer les non-violents. Ne plus faire l'amour et des bébés qu'avec eux. Pendant les 99,99% de l'histoire humaine, où nous étions chasseurs-cueilleurs, et où nous autres femmes, sans méthode de contraception fiable, sans machine à laver, ni réfrigérateur, ni four micro-ondes, sans crèche, ni école, sans plan de carrière. Pour rappel, Homo sapiens existe depuis 4 millions d'années. Il y a 43 000 ans, soit le centième de cette durée, Cro-Magnon a fabriqué les premières perles. Oui. Nous étions lestés par nos maternités pendant la majeure partie de notre vie adulte, donc surtout quand Clamsey a 30 ans. Et n'avions une petite chance de transmettre nos gènes que si une personne non enceinte et non allaitante ramenait le gibier à la caverne et protégeait celle-ci contre les membres des tribus ennemies et autres bêtes sauvages. C'était compréhensible que nous préférions les dominants. Mais bon, les copines, ça fait un moment que cette époque est révolue. Il s'en est coulé depuis sous les ponts de l'eau. En l'espèce de quelques petits millénaires, je résume pour aller vite, révolution néolithique, agriculture, ville, écriture, esclavage, révolution politique, droits de l'homme, révolution industrielle, constitution, démocratie, droit de vote, lutte des femmes, contraception, MeToo, ouf! Là, en Occident au moins, ces 2 derniers siècles et surtout ces 5 dernières décennies, on peut dire que nous commençons enfin à avoir voix au chapitre. Mais si nous exigeons et obtenons lentement mais sûrement le droit au non-harcèlement, au non-viol, au non-tripotage, au non-agression sexuelle, au non-tabassage, au non-meurtre, au non-humiliation pour les quelques petits millions de femmes privilégiées que nous sommes, qui exerçons des métiers intéressants dans les pays les plus riches de la planète, et laissons faire le reste, à savoir la guerre, la vente d'armes, la torture, la fabrication des bombes nucléaires, la passion absolue des garçons et des hommes dans le monde entier pour les jeux vidéo violents, les films de guerre et plus généralement les scénarios d'affrontement, et d'ailleurs pas seulement les scénarios mais les réalités d'affrontement, la réalité pérenne, omniprésente et envahissante de confrontations violentes entre 2 hommes ou 2 équipes de foot ou 2 compagnies ou 2 banques ou 2 armées ou 2 pays ou 2 planètes. Si nous continuons de faire l'amour et des bébés avec des hommes qui sortent victorieux de ces affrontements-là, si, en d'autres termes, nous continuons d'aimer les hommes alpha, les riches, ceux qui en jettent, ceux qui se la pètent, ceux qui roulent les mécaniques, les machos, les coqs, si, en un mot, nous continuons de récompenser les mégadosés du testostérone, eh bien, notre sympathique petite révolution féministe ne servira pas à grand-chose. Elle nous permettra tout au plus, à nous, les femmes privilégiées qui exerçons des métiers intéressants dans les pays riches, de passer entre les gouttes, de réaliser notre plan de carrière,
de tourner nos films ou diriger nos entreprises ou publier nos livres en préservant à peu près notre intégrité physique et morale. Et c'est là une très bonne chose. Mais vu les dégâts provoqués chaque minute de chaque jour par la violence masculine, c'est à peu près comme poser un pansement sur l'apocalypse. Ce qu'il faudrait, c'est cesser radicalement de récompenser de nos charmes ceux qui l'emportent dans un affrontement, que celui-ci soit militaire, financier ou intellectuel. C'est apprendre à nous intéresser passionnément, non plus aux grands, mais aux petits, non plus aux pleins aux as, mais aux misérables, non plus aux arrogants, mais aux incertains, non plus aux durs, mais aux mous, aux timides, aux maladroits, non plus à ceux qui pérorent, mais à ceux qui écoutent, parlent peu ou bas, puisqu'aussi bien c'est là, dorénavant, notre seul espoir de survie. Caressons les hommes subtils. Sourions-leur. Aimons-les de toutes nos forces. Faisons des enfants avec eux et enseignons à ces enfants, garçons et filles, le respect de l'autre, le calme, le doute, la curiosité, la patience, l'incertitude. Mettons fin à leur fascination pour l'affrontement violent, fascination qui de nos jours commence dès que, pour occuper notre bébé, nous glissons un iPad dans son landau. C'est là que s'enclenche l'hypnose des bagarres. Nous pourrions nous inspirer de ce qui se passe depuis quelques années au Rwanda. Beaucoup d'hommes ayant péri dans le génocide de 1993, quand les massacres ont pris fin, les femmes étaient majoritaires dans la population. Tout de suite, elles ont dû retourner au champ, labourer la terre, apprendre des métiers jusque-là réservés aux hommes. Plus tard, lors de la mise en place des tribunaux communautaires villageois, 70% des juges étaient des femmes. L'espace public a été ouvert à leur parole pour la première fois. Que les Rwandaises sortent peu à peu de leur silence millénaire a eu des retombées positives dans tous les domaines. Ainsi, cette sexagénaire qui dit doucement à son mari « Tu m'écoutes et notre vie intime a repris ». Elles ont fondé des clubs où se mènent des réflexions et se chantent des chansons contre les violences conjugales, dont pâtissait une Rwandaise sur 2 avant le génocide. Plus surprenant, en 2005, des hommes ont fondé une ONG prônant le partage des tâches ménagères. Aujourd'hui, le Parlement du Rwanda a le plus fort taux de membres féminins au monde. 4 juges sur 7 à la Cour suprême sont des femmes. Et dans le cabinet du président, il y a parité parfaite. Nous en sommes bien loin en France. Pourtant, pays des droits de... Pardon. C'est vrai qu'il nous faudra du temps pour sortir de l'ère des violents et faire advenir l'ère des vivants. Mais à bien y réfléchir, peut-être pas des centaines de milliers d'années, car les gènes ne sont pas tout. Même chez les singes, l'éducation peut beaucoup. On raconte une histoire édifiante qui s'est produite il y a quelques années chez les babouins. Dans cette espèce comme dans la nôtre, les mâles dominants ont tendance à se comporter comme des parfaits machos, s'arrogeant agressivement les plus belles femelles et les meilleurs morceaux de viande. Mais un jour, en monopolisant l'accès à une décharge près d'un camping, les mâles dominants ont mangé de la viande infectés de tuberculose bovine et tous sont morts empoisonnés. Du coup, les mâles plus doux ont eu accès aux femelles et dès la génération suivante, les jeunes mâles ont adopté des mœurs plus paisibles. Ce qui avait changé en l'espace d'une génération n'était évidemment pas les gènes, mais l'éducation. Les nouveau-nés mâles n'avaient pas de modèle d'agressivité à imiter. Oh mes sœurs, je vous le jure, c'est la seule solution. D'ores et déjà, il nous faut s'abstenir de récompenser l'agressivité, de donner des épreuves aux hommes et d'épouser ceux qui les réussissent. Il nous faut aimer et épouser ceux qui respectent leur corps et le nôtre, qui valorisent leur parole et la nôtre, qui aiment la vie quotidienne au lieu des hauts faits militaires et qui, lorsqu'ils s'occupent des enfants ou des tâches ménagères, ne considèrent pas qu'ils nous aident. L'avenir est entre nos mains.
Merci beaucoup à tous les deux. C'était un extrait d'une des chroniques que vous avez rassemblées dans un recueil paru cette année, Je suis parce que nous sommes, écrite en grande partie pendant le confinement, période que nous avons tous traversée avec plus ou moins de difficultés sur laquelle on va peut-être revenir au cours de cet entretien, accompagné que vous étiez par l'ami, le camarade Freddy Eichelberger. Nancy Houston, juste pour évoquer, avant de parler de votre relation à la littérature, qui s'ouvre peut-être par votre relation à la musique, puisque l'une et l'autre semblent indissociables aussi pour vous. Je trouve intéressant que vous commenciez aussi cet entretien par un manifeste féministe, parce que vous êtes d'abord un visage pour beaucoup d'entre nous, hein, ce visage qu'on voit sur les couvertures de livres, cette femme très belle, très impressionnante, brune, avec vos yeux clairs. Et puis petit à petit, on apprend à vous découvrir vraiment à travers vos livres. Et ce qui est assez fascinant, c'est comment de roman en roman, vous tissez aussi un lien avec votre lecteur. Hein, et c'est aussi à travers le récit de votre vie que vous faites, par le biais de la fiction, vous qui avez connu une suite d'exil tout au long de votre parcours, que vous racontez par bribes, plus frontalement dans d'autres livres, comme le Cantique des plaines ou dans Nord perdu, dans ce recueil que j'évoquais aussi, Je suis parce que nous sommes, où vous vous racontez. Vous avez donc en parallèle écrit près d'une vingtaine de romans. Ça a commencé par les variations Goldberg, jusqu'au dernier Arbre de l'oubli, sur lequel on va revenir aussi durant cet entretien, paru chez Actes Sud, votre éditeur. Vous avez été couronné d'un concours des lycéens pour Instruments des ténèbres, c'était en 96, et du Femina, notamment 10 ans après, pour Ligne de faille. Est-ce que je vous ai dit bonjour déjà à tous les deux? Bonjour, Nancy Houston. Bonjour. Est-ce que Freddy est un homme doux? Freddy est un homme doux. Ensuite, comment dire, cette douceur n'exclut pas du tout la capacité de se mettre en colère, la capacité de taper sur la table à l'occasion, mais il ne faut pas que cette énergie aussi de la colère soit quelque chose de réservé aux hommes et qui passe par le militaire. Donc, je sais que Freddy et moi, nous avons aussi des moments où nous sommes très, très en colère contre le monde ou contre tel ou tel phénomène. C'est inévitable, peut-être moi un peu plus parce que je lis plus les journaux que toi. Oui, mais comme tu me racontes les journaux, je finis par être au courant. C'est pareil. Mais nous venons de calculer que nous travaillons ensemble depuis 22 ans. On s'est rencontrés en 99 et c'est avec Freddy que j'ai commencé véritablement à faire. Freddy est un autre musicien, Michel Godard, qui a souvent joué à Marseille également, qui a commencé à faire des concerts littéraires, si j'ose dire, ou des spectacles de partage entre musique et mots. Et je leur dois beaucoup parce que j'avais vraiment le trac avant de travailler comme ça. Et c'est grâce à Freddy et Michel surtout que j'ai complètement cessé d'avoir le trac parce que je voyais qu'ils prenaient un plaisir fou à faire des concerts et ils sortaient de scène en disant « Ouais, on a été bons, ça a été génial et tout. Wow, quel plaisir !» Et je me suis dit « Pourquoi est-ce que moi je suis là, toute écrasée, toute peureuse, toute tremblante ?» Et j'ai peu à peu appris à vraiment aimer la scène grâce à toi. Sans la musique, la vie serait une erreur. Vous avez mis cette phrase, cette citation de Nietzsche en exergue comme une épigraphe de l'un de vos romans prodiges, Nancy Houston. Comment la musique vous a accompagné? Qu'est-ce qu'elle vous a apporté tout au long de votre vie? Eh bien, je pense que le fait le plus saillant de mon enfance, que les gens qui me suivent me connaissent, c'est le départ de ma mère et quand j'avais 6 ans. Et je pense que le piano était un peu fantasmatiquement lié à ma mère. Donc, alors que toutes les petites filles qui prennent des cours de piano arrêtent à l'adolescence en général, moi j'ai toujours continué à avoir un rapport quotidien à la musique, comme si imaginairement ça me mettait en rapport avec le lointain. Et tout cela
peut-être m'a prédisposée à écrire, parce que l'écriture, le roman, c'est faire exister des choses qui ne sont pas là. J'ai toujours écrit des lettres à ma mère et elle nous écrivait à ses 3 enfants qu'elle avait laissés au loin, mais qu'elle aimait. Et donc, je dis souvent, et sans jeu de mots, que c'est vraiment ça qui m'a faite femme de lettres. J'ai écrit des lettres, c'est pas banal d'écrire des lettres à sa mère à 6, 7, 8 ans, en essayant de raconter sa vie pour que ce soit intéressant et passionnant pour elle. Et le piano, c'est un peu ça. C'est un lien au corps, c'est un lien au rythme, c'est un lien peut-être au corps maternel, je ne sais pas, sans vouloir faire de la psychanalyse à dessous, mais ça doit être lié. Parce que votre mère part donc quand vous avez 6 ans, elle vous laisse avec la fratrie, avec votre père, arrive dans la cellule familiale une belle-mère que vous appellerez que vous traiterez, avec qui vous serez comme avec votre mère. C'est comme ça qu'on vous demandera d'être aussi, mais cette mère, elle n'a pas totalement disparu, elle existe, et vous avez communiqué avec elle, vous avez beaucoup échangé avec elle, et cette relation épistolaire a continué à vous nourrir. Qu'est-ce que vous partagez avec des musiciens comme Freddy, que vous ne partagez pas avec des écrivains, et réciproquement peut-être? Vous, Freddy, qu'est-ce que vous partagez avec une écrivaine comme Nancy Houston, que vous ne partagez pas avec vos camarades musiciens? Au début, j'étais très impressionné parce que j'avais la chance de déjà connaître Nancy comme écrivain. C'est Blandine Verlet, ma prof de clavecin, qui m'avait offert le premier livre de Nancy que j'ai eu. Et ce que ça m'a appris, c'est que les écrivains sont des gens comme les autres. Parce que la première fois qu'on s'est vu, je disais bonjour madame. Elle est impressionnante. Hein, j'étais tétanisé. Mais plus par le fait que je rencontrais une écrivaine, en fait, je pense. Et ça a été très très vite. Et ce que ça m'a apporté par rapport aux musiciens, c'est difficile à dire parce que Nancy est musicienne aussi. Donc, un spectacle, en fait, le premier spectacle qu'on a fait, tout de suite on a fait un disque. Et tout de suite, on a fait d'autres spectacles. En fait, j'ai eu l'impression de jouer en trio, en fait, avec Michel, Nancy et moi. Et voilà, c'est autre chose. Est-ce qu'elle est musicienne aussi dans ses livres? Parce que la musique est au cœur de beaucoup de vos romans. En tout cas, elle arrive dans la narration, dans l'histoire. Il y a le violon dans Instrument des ténèbres. Il y a le clavecin dans Variation Goldberg. Il y a la flûte dans L'empreinte de l'ange. Il y a le piano dans Prodige. Est-ce que la musique qui existe dans vos livres a aussi enveloppé votre écriture? Mais c'est surtout que il y a de la musique dans tous les livres de Nancy, dans la rigueur. La musique, c'est quand même quelque chose d'extrêmement rigoureux. Même après, quand on joue en concert, on lâche tout. Mais il y a des constructions musicales précises comme les pérégrinations Goldberg ou Instrument des ténèbres, qui est construit sur la scordature, donc le fait d'accorder son violon avec des notes différentes de d'habitude. Et on joue une note et c'est une autre note qui sort. Donc il y a la scordature de l'âme où on pense une chose et c'est pas ce qui sort. Enfin, je te trahis peut-être, hein, mais pas du tout. Voilà. Donc il y a ces exemples précis, mais sinon dans tous les livres de Nancy, moi je trouve qu'il y a une construction qui a la rigueur de la musique, enfin de la construction musicale, comme une composition. En fait, je pense qu'on ne pourrait pas séparer. Mais c'est pas seulement le contenu, c'est la forme, comme dit Freddy, mais c'est aussi j'aime bien penser que les phrases elles-mêmes sont musicales, qu'elles sont rythmées, et donc je me lis à voix haute. J'aime beaucoup, même là comme ça, je prends un grand plaisir à lire, à accélérer, à faire des choses fortes, des choses pianissimo, etc. C'est sûr que le piano, le fait d'avoir une pratique de toute mon enfance du piano, m'a donné une sensibilité aiguë à tout ce qui est audible, tout ce qui est l'auditif. Et puis, oui, j'adore lire à voix haute. Enfin, j'ai toujours aimé ça. Et quand vous écrivez, vous avez quand même aussi un peu le sentiment d'interpréter une partition. Oui, et puis je crois que le piano m'a autorisé. Le piano et le roman m'autorisent à exprimer des choses que je n'avais pas le droit d'exprimer dans ma vie. Justement la colère, justement la douleur.
Et donc, en fait, vous avez dit que je raconte ma vie à travers les romans. C'est seulement vrai de façon indirecte. Là où je suis très autobiographique, c'est dans les essais. Je parle très souvent de moi à la première personne de façon très sincère pour essayer de réfléchir à des sujets plus abstraits ou plus anthropologiques, etc. Les essais, c'est autre chose. Mais dans les romans, sauf vraiment exception comme l'œuvre de Pierre où c'est explicitement autobiographique, moi je m'intéresse à des destinées qui sont très loin de la mienne. Mais là où j'arrive à placer mon autobiographie, c'est dans l'émotion. Je pense que c'est vraiment ça. Je peux très facilement me glisser dans le corps d'un petit garçon. Ligne de faille, c'était passionnant de faire ça. C'est pas mon histoire, Ligne de faille. C'est pas mon histoire du tout, Cantique des plaines, mais du tout, vraiment d'aucune manière. C'est pas mon grand-père, c'est pas l'histoire de mes grands-parents au Canada, mais quelque part le complexe de l'échec pour un homme que ce livre explore, la dureté de la vie des hommes qui ont des charges familiales, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui peuvent être déchirées entre la carrière et la paternité, la parenté. Les hommes aussi peuvent avoir la vie totalement gâchée par ce problème-là. Et c'est ce complexe de Padone que j'explore dans ce livre-là. Bon, ça me touche de très près. Je connais beaucoup d'hommes qui ont pâti de cette chose-là, et ça me fera toujours de l'effet. Donc je peux me glisser dans la peau d'un homme qui a subi cette chose-là, sans que ce soit mon problème personnel. Est-ce qu'on peut faire une dernière comparaison éventuellement entre la musique et la littérature sans tirer un peu trop le fil sur l'idée de faire vos gammes? C'est-à-dire que vous nous disiez, ou on évoquait, Freddy, le fait que vous avez commencé le violon il y a 10 ans. On imagine que c'est pas si simple de commencer complètement un instrument quand on vient du clavier, de se mettre à un instrument en corde comme le violon il y a 10 ans, de commencer cet apprentissage et qu'on y arrive par le travail et l'écoute aussi qu'on peut avoir des phrases musicales qu'on va produire. Est-ce que c'est la même chose pour vous, Nancy Houston, avec vos romans, dans l'écriture? Est-ce que vous réécrivez beaucoup, en plusieurs fois? Vous travaillez énormément vos phrases, ou ça vient d'un seul jet? Non, je fais beaucoup de versions, beaucoup. Un roman, les gens trouvent que je publie beaucoup, mais c'est parce que je n'ai pas d'autre boulot du tout. Beaucoup d'écrivains travaillent à plein temps ou au moins à mi-temps, et ils essaient d'écrire la nuit ou quand ils peuvent ou quand les enfants sont au lit ou quelque chose comme ça. Moi, j'ai eu la chance de gagner ma vie avec les livres dès l'âge de 40 ans. Donc, ça fait longtemps que j'ai mes journées à moi, y compris quand j'étais maman, quoi. Et puis, mon mari, le père de mes enfants, était quelqu'un qui adorait la vie quotidienne. Alors, lui, c'était vraiment un homme doux, hein. Ah oui. Tu l'as bien connu. Et il n'estimait pas que les courses et la cuisine étaient le boulot de la femme. Et donc, c'était pas un problème. Mais on est tellement peu de femmes à pouvoir dire c'est pas un problème. Donc, c'était une chance énorme. Si on regarde la quantité que j'ai écrite, c'est même pas une page par jour, c'est pas grand-chose. Donc, en fait, je passe beaucoup de temps à revoir, à retravailler. Ce que j'ai envie de dire sur les gammes, c'est que pour moi, la chose difficile, c'était de me libérer de l'attitude française de l'intelligence autour de l'écriture, autour de la littérature. Une sorte de valorisation et, à mon avis, survalorisation de la langue française dans toute sa splendeur, comme une sorte de reine qu'on adore et dont on soigne les atours. Et ça peut être très intimidant pour beaucoup de jeunes gens qui auraient envie d'écrire, mais qui ne se sentiront jamais à la hauteur de Flaubert ou Baudelaire, etc. Et moi, j'avais l'avantage de venir en français langue étrangère et de l'utiliser vraiment presque comme une matière sonore, comme de la musique. Je n'avais pas fait mes études littéraires en France, en fait. J'ai été ralentie par quelques années de théorie carabinée
À l'allure quand vous êtes arrivée en France, d'ailleurs. Quand je suis arrivée en France, dans les années 70. Voilà, ouais. C'était l'époque des maîtres à penser. Donc, je suis tombée en plein dedans dans un groupe de normaliens qui étaient à la fois des révolutionnaires sur le plan politique, mais aussi extrêmement soumis à ces maîtres à penser qui étaient Foucault, Barthes, Deleuze, Derrida. C'était leur acmé, leur apogée ces années-là. Et le roman n'était pas en odeur de sainteté parce que on pensait que c'était épater les bourgeois, en gros. Et donc, autant on pouvait être fier d'avoir une grande tradition littéraire, autant l'important maintenant, c'était de faire la révolution. Donc, j'ai un peu mis sous le boisseau mes aspirations littéraires pendant quelques années. Et vraiment, c'est pas par hasard que j'ai commencé à écrire de la fiction, les variations Goldberg, juste à la mort de Roland Barthes, qui était comme une sorte de... C'était mon directeur d'études, et c'était comme un surmoi théorique qui en connaissait trop sur la littérature. Donc, les romanciers ont besoin de naïveté, on a besoin d'avoir un regard complètement neuf et de découverte sur le monde. On ne peut pas avoir un regard savant sur le monde. C'est pas possible. Donc, chaque fois que je commençais à écrire, j'avais le regard de Roland Barthes, même si je sais qu'en fait, il n'aurait sûrement pas regardé par-dessus mon épaule, ça ne l'aurait pas intéressé. Mais j'imaginais sur moi, comme ça, ce regard ironique et oh oui, maintenant vous allez changer de point de vue et maintenant... Et on en savait trop sur les structures littéraires et pas assez sur l'énergie tripale de la littérature. Et dans Je suis parce que nous sommes, ce recueil de chroniques, le dernier paru, justement, vous revenez aussi sur cette posture de l'intellectuel si française, si intimidante, et à rapprocher de ce texte que vous avez lu à l'instant, L'homme doux, les hommes doux. Ça passe aussi peut-être par un peu plus de générosité, d'humanité dans la pensée et dans la manière de nous concevoir, qui est vraiment au cœur de la réflexion que vous menez à travers vos essais, mais aussi quand même à travers vos romans depuis quelques années, Nancy Houston. Sur cette question des femmes, puisque vous nous appelez là aujourd'hui à repeupler la planète avec des doux, à quitter l'ère des violents et entrer dans l'ère des vivants, ces hommes-là qu'il nous faut apprendre à aimer, parce que c'est pas seulement à eux de changer, mais c'est aussi à nous de le faire. C'est vraiment une révolution du regard, à cette révolution-là que vous appelez aujourd'hui, à changer notre regard sur l'autre. Olivia, je vais vous dire entre nous, parce que c'est un programme très masculin. Hein. Je n'arrive pas à la parité dans ce plateau. Dans la composition. Donc on est là toutes les deux, donc ça va. Oui, c'est bien. Ouais. Donc entre nous, je n'ai pas énormément d'espoir. Mais s'il y a un espoir, c'est de ce côté-là. Je dirais ça, sincèrement. Si on ne comprend pas que cette histoire de mal alpha est en train de mal dominant est en train de mener la planète à sa perte, alors vraiment, je ne vois pas qu'est-ce qui nous autoriserait à espérer. Vous êtes quelle féministe ? Vous êtes quel type de féministe aujourd'hui, Nancy Houston ? Vous avez été une sorcière dans les années 70, pour reprendre aussi le titre du livre de Mona Chollet paru il y a 2-3 ans et qui fait fureur parce que partout dans le monde et aux États-Unis notamment, il y a des associations de femmes sorcières qui se réveillent. On revient sur cette mythologie-là. Vous, ça a été le cas déjà dès les années 70. Aujourd'hui, vous diriez quoi ? Qu'on peut être une féministe active, militante, sans être en guerre ? Bien sûr, je suis contre les guerres. Il y avait des féministes comme Valérie Solanas dans les années 70 aux États-Unis qui recommandaient l'élimination de 80, voire 90% des hommes parce que les restes suffisent pour nous féconder. Donc ça devrait être à peu près la proportion des boucs et des chèvres, disait-elle. Moi, ça me paraît très, très triste. Il y a 2 choses à dire. Je suis beaucoup plus darwinienne que la plupart des intellectuels français et françaises. Donc, je lis les primatologues. Et j'ai lu notamment récemment Philippe Picq, L'évolution créa la femme. Et
ce que montre le livre de Philippe Pic en comparant les comportements des différentes espèces de primates, y compris la nôtre, c'est que les Homo sapiens est parmi les espèces les plus sexistes, c'est-à-dire où il y a le plus de coercition des hommes, des mâles sur les femelles. Et il y en a beaucoup dans d'autres espèces de primates, mais nous, c'est le bouquet, quoi. On emporte on a le record. Donc, c'est clair que nous devons tous soutenir ce qui va en sens contraire de ça. Ensuite, je crois que je me méfie un petit peu de ce qui voudrait effacer toute frontière entre les sexes, comme si c'est juste un choix personnel. Je crois que beaucoup d'intellectuels ont la tendance, et en Occident en particulier, à penser que l'individu décide de tout et que tout est une question de préférence et de choix personnel. Et moi, je n'oublie jamais que nous sommes une espèce animale à la surface d'une planète qui est en mauvais état par notre faute. Et voilà, donc je pense que les femmes oublient souvent un problème d'homme qui est la séparation entre la volonté et la capacité de faire l'amour. C'est pour ça qu'il y a la prostitution depuis des années, depuis des millénaires. Et je réfléchis beaucoup à ça. C'est-à-dire, il y a une période de la vie où il y a érection, alors que ce n'est pas le moment. Et puis, il y a une partie de la vie où c'est le moment, il n'y a plus érection. Et donc, les femmes, si elles veulent faire l'amour, elles peuvent faire l'amour. Les hommes, s'ils veulent faire l'amour, ils ne peuvent pas forcément faire l'amour. Ou parfois, et c'est comme chacun était deux dans leur corps. Il y a deux volontés. Et je crois qu'on oublie ça et on ne l'enseigne pas à l'école. Et c'est pour ça, la prostitution, c'est véritablement dire aux garçons, c'est pas grave, tout va bien, on accepte, il n'y a pas de jugement. Et les femmes jugent et jugent et jugent et jugent et jugent les hommes. Les femmes intimident les hommes beaucoup plus qu'ils ne pensent. Donc dire je suis féministe, je ne sais même pas si j'ai envie de dire ça. C'est comme si j'étais noire et je dirais je suis noiriste. Ben non, je suis anti-sexiste. Je suis évidemment anti-sexiste. Je suis pour que les femmes aient des droits égaux, et des salaires égaux, etc. Hein. Mais moi, j'ai passé beaucoup de temps ces dernières années à réfléchir avec les hommes. Je passe beaucoup de temps en prison, par exemple. Enfin, beaucoup de temps. J'y vais souvent. Je passe pas beaucoup de temps derrière les barreaux, mais je vais dans des groupes de discussion. Donc, j'ai parlé avec des meurtriers, j'ai parlé avec des violeurs, j'ai parlé avec des pédophiles. Je suis vraiment pas une féministe de ce type-là qui dit, voilà, il a violé, je veux qu'il soit en prison pour le reste de sa vie. Ça, c'est sûr que je ne suis pas ce type de féministe-là. Et Freddy est venu le voir, je crois, un spectacle Le Malentendu, qui a beaucoup tourné avec un trio de jazz, 3 hommes qui m'ont parlé de leur rapport au masculin, à leur corps, à leurs désirs, aux femmes, aux petites filles, enfin, depuis l'enfance jusqu'aux 50 ans qu'ils avaient à l'époque. Et moi, j'ai lu les paroles des hommes pendant qu'ils jouaient derrière et j'ai mélangé ce que chacun avait dit, donc personne ne pouvait savoir qui avait dit quoi. Ils se sont beaucoup confiés parce qu'ils avaient cette liberté-là. Et je n'oublierai jamais cette expérience de m'être projetée. Je le fais pour mes livres aussi. C'est très important pour moi de ne pas écrire des romans féministes. J'ai pas envie d'écrire des romans qui donnent des leçons féministes. Donc je me projette dans des corps des hommes avec beaucoup de sincérité et le même désir d'empathie et de compréhension que dans le corps des femmes. Et vous êtes allée aussi en prison à Fleury-Mérogis et là-bas vous avez rencontré notamment une détenue à l'occasion d'un club de lecture qui vous a dit, Nancy Houston, à quoi ça sert d'inventer des histoires alors que la réalité est déjà tellement incroyable.
Qu'est-ce que la fiction fait à la réalité? Ça, c'est une réflexion que vous avez menée, engagée dans un petit livre manifeste, L'espèce fabulatrice, après avoir été interpellée par cette détenue. On va se rendre avec vous, à vos côtés, dans une autre association pour discuter ensuite de la littérature, de l'écriture, de ce que l'art, tout simplement, fait aux hommes et aux femmes qui l'appréhendent, qui apprennent à le maîtriser. L'art vecteur d'inclusion pour une fraternité durable, c'est le leitmotiv de cette association 3027 qui défend le droit à l'accès à la culture pour tous à travers des actions et des activités artistiques et culturelles. On vous y retrouve donc pour un atelier d'écriture poétique, reportage de Nicolas Lafitte. Nancy, c'est elle qui nous a contactés. Elle nous a écrit un message et elle nous a dit « Je m'appelle Nancy Houston, j'écris des livres, mon compagnon est prof de géographie à la Sorbonne et on aimerait mettre certaines de nos compétences à votre disposition, si vous êtes d'accord. » Vous 3, un souvenir d'enfance lié à l'odorat, un souvenir d'enfance lié au toucher. Qu'est-ce qui manque? Le goût. Le goût, voilà, le goût. On a décidé ensemble que dans un premier temps, Nancy donnait des ateliers de poésie musicale. Un nœud érotique, mais que faisait la police avec un point d'exclamation et police avec IS. Avec Nancy, ce qui est vraiment formidable, c'est que c'est une très grande autrice, mais qu'il n'y a pas du tout de dimension, il n'y a rien de condescendant. Mais concentrez-vous parce que l'enfance est tellement précieuse comme source d'inspiration. Il n'y a pas de rapport qui peut des fois être un petit peu malsain, un peu gênant pour des personnes qui se diraient mais quand même c'est Nancy Houston, pas du tout. Il y a une grande simplicité dans les rapports, une grande proximité. Elle est très mignonne en fait avec tout le monde. Ce qui est chouette, c'est que je crois qu'ils ne se rendent pas trop compte parce qu'elle est célèbre, parce que Nancy le fait pas du tout sentir. Donc ils adorent cet atelier, il est trop formidable. Tout à l'heure, je donnais un atelier et les femmes disaient ah mais j'espère que mon haïku sera beau parce que quand même Nancy apporte tellement de délicatesse, j'espère que je serai à la hauteur de cette finesse et tout. Enfin, ouais, elle apporte beaucoup ça, beaucoup de délicatesse et de finesse, de subtilité, mais aussi beaucoup de force sous un air, avec son visage comme ça, ses yeux bleus et une grande douceur. Elle est là et la puissance des textes, soit que elle nous apporte, soit que les uns et les autres écrivent sous son initiative, c'est très fort, avec aussi la puissance de la musique, des instruments. Elle crée des cercles, on vient au milieu pour dire ce qu'on a écrit pendant que des autres font des percussions. Il y a beaucoup de vie. Elle ne m'a jamais touché, on s'est juste simplement touché avec les yeux. Le toucher du bonheur, le toucher du malheur, entre les deux, en soi, il y a une grande curiosité de découvrir la Terre. Le mot curiosité, pour moi, est un tout petit peu abstrait dans votre poème, qui a un rythme beaucoup plus soutenu, comme ça, et j'aurais mis presque le grand désir. Donc déjeuner dominical, tablée nombreuse, éclat de voix, de rire. Les petits biscuits avaient une face au café que je léchais en premier. Les étoiles dans le ciel brillent aussi fort que son regard, ce regard que je n'oublierai pas. J'étais en train de me demander si on avait besoin d'ajouter que je n'oublierai pas. Est-ce qu'il n'y a pas un troisième vers qui aurait pu aller dans un autre sens? Parce que si vous l'écrivez, oui, en fait, vous nous dites déjà que vous n'oubliez pas. Okay. Donc le fait de dire que je n'oublierai pas, c'est presque redondant. En fait, derrière les haut-parleurs, je le sais, le sens, mais c'est interdit, je me dis, interdite. Envahi par la solitude, en quête de réconfort dans l'immensité de la nuit. C'est un poème romantique. On est en plein 19e siècle, la peinture de... N'est-ce pas? On voit bien, c'est un poème très, très classique. Ouais. Merci Nicolas.
Alors racontez-nous pourquoi vous êtes allé vers cette association. Qu'est-ce que vous aviez envie d'apporter? Eh bien, avec Jean-Marie, on avait passé le confinement, c'était au milieu de l'hiver, le printemps, on avait discuté de créer une école où on pourrait enseigner comme on l'entend. C'est-à-dire inventer une autre forme de pédagogie où les gens, il y a véritablement un partage, une joie de savoir, où tout n'est pas basé sur la concurrence et les résultats des examens, etc., mais où on partagerait des choses vitales et on montrerait que le savoir est une source de liberté et pas seulement une contrainte. Enfin, il y a eu plein d'utopies pédagogiques au long des siècles, bien sûr. On savait qu'on était un peu naïf et trop ambitieux, mais on en a beaucoup discuté dans ces mois-là. Je pensais à l'école du domaine du possible que mes amis d'Actes Sud ont créé à côté d'Arles, en Camargue, qu'on a visité ensemble et tout. Et je me suis dit, non, mais réalistement, on n'a pas envie de noyer les 20, 30 ans qui nous restent à vivre dans des démarches administratives infinies pour créer ce genre d'institution. On n'a pas l'argent, on a juste un désir énorme de pouvoir enseigner que ce soit une forme de partage et de plaisir. Alors, c'est enseigner, ça s'enseigne l'écriture ou c'est communiquer? Communiquer un plaisir, une envie ou j'imagine que parmi vous, dans le public, il y a beaucoup d'entre vous ont peut-être envie d'écrire ou certains ont eu envie, d'autres le font peut-être déjà, mais pour ceux qui se sentent un peu empêchés, complexés par rapport à l'écriture, comme vous le disiez tout à l'heure, hein, comme on peut l'être par rapport à un instrument, pour le coup, qu'est-ce que vous leur dites? On commence par quoi? Si on pense si le désir est le désir d'être écrivain ou écrivaine, c'est très paralysant, c'est très intimidant et on est vite bloqué. En fait, ce que j'essaie d'enseigner, ce que j'essaie de partager, c'est le plaisir de formuler des choses qu'on voit, qu'on sent, qu'on pense, de le formuler de façon percutante, de façon rythmique, de façon audible, de façon musicale peut-être, de façon efficace. Et quand le but, c'est ça, plutôt que d'être écrivain, alors on a beaucoup plus d'énergie positive. Et ça peut s'enseigner, on peut apprendre des techniques. Moi, j'ai beaucoup appris. Bien sûr, on apprend en lisant aussi, mais j'ai suivi moi-même des ateliers d'écriture étant jeune et j'en discute énormément avec des poètes. J'écoute beaucoup Jean-Marie réciter des poèmes. Il en connaît beaucoup par cœur. Donc, moi, je ne suis pas moi-même poète, mais cet atelier est un atelier de poésie musicale parce que la poésie est une forme un peu essentielle d'expression verbale. Voilà. Donc, ensuite, c'est une amie québécoise qui, par hasard, a mentionné cette association 3027 et elle a dit, ils sont fantastiques, tu devrais jeter un coup d'œil. Et j'ai regardé sur le net, j'ai écrit à Jean-Marie dans la minute, on est à des bureaux séparés, j'ai dit, mais regarde ça. Et il a dit, mais c'est merveilleux. J'ai dit, moi, je peux leur écrire, je leur propose. Voilà. Et donc, lui, il fait des balades géographiques dans Paris avec le même groupe, à peu près, une vingtaine de personnes. Et on assiste aux ateliers l'un de l'autre. Et on est vraiment très, très enthousiastes. Je pense qu'il y a des initiatives de ce genre qui existent dans beaucoup de villes en France et dont on n'entend pas forcément parler. Vous n'avez jamais entendu parler de 3027, mais ils existent depuis 3 ans. Et c'est vraiment extraordinaire. Sans pourtant attribuer à la littérature ou à l'écriture une fonction thérapeutique, ça permet, vous l'évoquiez, à chacun d'apprendre peut-être à formaliser ce qu'il voit, ce qu'il ressent, à le coucher sur le papier. C'est même une bonne définition pour vous, ça, du roman, Nancy Houston, de la fiction? Coucher sur le papier ce que l'on voit, ce que l'on ressent au fond de soi? C'est ça, être romancier? C'est donner une forme.
c'est pas seulement coucher sur le papier, mais c'est donner une forme, parce que la vie en tant que telle est donner un sens aussi. La vie en tant que telle a plein de sens préétablis, ce qu'on nous apprend dans les cours d'histoire, ce qu'on nous apprend à l'église, ce qu'on nous apprend dans la famille. On va vous raconter les valeurs que vous devriez avoir. Mais lorsqu'on entre dans le roman, on est en train d'explorer différents points de vue, on est en train de prendre une réalité, le passer par le prisme de plusieurs consciences, et c'est un processus qui est éminemment éthique, j'ai envie de dire. C'est vraiment quelque chose qui nous encourage à voir les choses du point de vue de gens qui ne nous ressemblent pas. C'était ça l'espèce fabulatrice, c'était l'exploration de toutes les fictions qui nous constituent en tant qu'être humain. L'être humain est une espèce animale étrange qui ne peut pas se passer de sens, mais on se donne souvent des fictions pauvres qui sont nous contre eux, etc. The good guys and the bad guys, comme disaient certains présidents américains. Et le roman rend ça beaucoup plus complexe et beaucoup plus intéressant. Je dirais que c'est ça, sa noblesse, son intérêt. Si je reprends le titre de ce recueil de chroniques, il est assez intriguant. Je suis pas ce que nous sommes, et vous avez écrit « Je suis parce que nous sommes ». Pourquoi ce parce que? Quelle est la part collective et quelle est la raison que vous trouvez dans cette identité plurielle? Eh bien, cette phrase, en fait, c'est une phrase que mon papa a prononcée lorsqu'il a eu 60 ans et on a fait une fête surprise pour son 60e anniversaire. Et je suis venue de Paris, tous ses enfants sont venus des différentes villes et tout. Il est tombé à la renverse, il était tellement surpris. Et on lui a dit speech, comme ça, fait un discours. Et il a prononcé cette seule phrase, c'était inoubliable. Il a dit « Je suis parce que nous sommes ». Et lorsque je me suis trouvée à l'extérieur de la France au début du premier confinement, et vraiment je me sentais très, très hors sol, très mal à l'aise d'avoir abandonné ce que je considère comme mon pays. Je suis là j'ai fait toute ma vie ici. Et j'étais loin de ma famille, de mes amis, les frontières étaient fermées, j'étais en Suisse, mais il n'y avait pas de train, j'étais complètement déroutée, et j'ai repensé à cette phrase de mon père. Je l'ai cherchée dans le Dr Google, j'ai demandé d'où ça vient, et il m'a répondu, c'est une phrase de sagesse bantoue. Et donc, en fait, j'ai exploré ensuite, j'ai découvert qu'il y a c'est vraiment très connu des africanistes, l'Ubuntu, le sens même de l'Ubuntu, c'est que nous ne pouvons nous en sortir qu'ensemble. C'est que ça n'a aucun intérêt de se battre les uns contre les autres, c'est que la réussite de l'un contribue à la réussite de l'autre, c'est que voilà, c'est beaucoup moins individualiste, autrement dit, que notre philosophie principale en Occident, qui est la liberté du sujet, l'autonomie du sujet. Voilà, on est tellement fiers de notre caractère solitaire et fort, qui est complètement illusoire, bien sûr. Voilà, donc j'avais envie de dire ça. C'était à la fois un hommage à mon père et un hommage à des sagesses non occidentales qui sont on est en train de les redécouvrir, à quel point c'était important pour la compréhension de la nature, pour la compréhension des autres espèces avec lesquelles nous partageons cette planète et ainsi de suite. Alors on partage beaucoup, vous partagez beaucoup avec les autres. En tout cas, vous tentez de partager aussi cette sagesse, mais on sent aussi, et vous le racontez, que l'écriture, ça reste quand même un territoire à soi pour vous, un espace peut-être plus intime, plus personnel. Vous citez souvent Virginia Woolf, la chambre à soi, l'importance d'avoir trouvé ce lieu, ce territoire où vous arrivez à être vous-même. Et dans ce recueil de chroniques, vous commencez par raconter que si l'écriture se fait dans la solitude, elle ne se fait pas dans le vide, et que comme toute forme de création, elle est enracinée. Et vous dites, quand j'étais en Suisse, confinée, mon écriture s'est tue, vous n'avez plus rien réussi à écrire. Et finalement, il a fallu que vous rentriez en France pour retrouver vos racines aussi. C'est intéressant cette idée du déracinement et de l'enracinement. Où sont vos racines? Elles sont peut-être multiples, hein, d'ailleurs, Nancy Houston. Mais paradoxalement, après avoir eu cette pensée que vous venez de résumer parfaitement,
sur le fait que je ne peux pas écrire si je ne suis pas dans mon pays, finalement, j'ai quand même réussi, ça m'a fait un bien énorme de publier ce texte tout de suite dans la collection de Gallimard qui s'appelait Tracts de crise. Et ensuite, j'ai continué de donner des textes à Libération et à Reporter, le journal de Hervé Kempf et d'autres, donc journal écologique en ligne, qui a publié plusieurs de ses chroniques. Et ça a été vraiment une sorte de ligne de vie pendant tous ces 2 mois où j'étais loin de la France, et je sentais que quand même je pouvais continuer d'écrire. Donc paradoxalement, j'ai quand même beaucoup écrit pendant cette expatriation. Mais c'est vrai qu'on n'écrit pas dans le vide, on n'écrit pas pour soi et on n'écrit pas pour l'univers entier. Et je me suis rendu compte effectivement que mon public, fantasmatiquement, c'est vous, quoi. C'est le public français auquel je suis très habituée depuis très longtemps. Et autre paradoxe, c'est que je suis très peu lue et connue dans ma langue maternelle, en fait. Le dernier roman que j'ai écrit en anglais, pourtant, n'est pas paru et tout. C'est drôle. Celui-là, vous l'avez écrit en français, Arbre de l'oubli? Non. En anglais? Oui. Mais vous écrivez aussi souvent en français? Ben oui. Comment vous choisissez? Ça dépend de la langue. Ça dépend de l'histoire. Que parlent les personnages, oui. D'accord. Tout simplement. Et là, c'est un roman américain, quand même, en grande partie. Ce dernier roman paru chez Actes Sud qui s'intitule Arbre de l'oubli, où on suit la quête de Shayna, qui est une jeune femme née aux États-Unis, par procréation avec une mère porteuse. Elle veut connaître aussi sa mère biologique, et c'est l'histoire de cette femme afro-américaine. Le livre, il va vraiment nous faire voyager, à la fois de Ouagadougou au Burkina, où l'histoire s'ouvre, mais aussi aux États-Unis, de Brooklyn, en passant par le Bronx, par Manhattan, Baltimore, jusqu'à Nashua. Et Shayna, elle est d'une famille de juifs américains. Son père est juif américain, Joël. On va remonter son histoire à lui et celle de sa mère adoptive, Lily Rose, qui était d'une famille de protestants du New Hampshire. Vous racontez toute cette histoire donc et ce voyage, cette quête d'identité à travers cette héroïne. Je vous propose qu'on y entre avec vos mots et un extrait d'une lecture que vous allez faire à 2. On va demander à Jean-Marie Théodat, qui nous accompagne depuis le début de cette discussion et qui est votre roi de cœur, géographe par ailleurs, de venir Quelle belle expression, partager, roi de cœur. partager ce moment avec vous pour entrer dans ce texte, dans ce livre, dans ce roman, et on en reparle juste après de ce voyage littéraire que vous nous faites faire, de cette quête d'identité. Je vous résume simplement la situation. Il faut que tu prennes un micro, je crois. Ah, pardon, tu penses à tout. Pardon. Je vais juste vous dire que on va lire quelques petits dialogues entre Shayna, qui est donc la fille métisse avec une mère africaine-américaine qu'elle n'a jamais rencontrée à Baltimore, mère porteuse, et sa copine haïtienne. Et elle a la même nationalité que Jean-Marie Théodat. Elle s'appelle Félisa. Donc elles se rencontrent au collège et elles sont devenues très 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 proches. Et Félisa est beaucoup plus débrouillée politiquement que Shayna, qui a été un peu élevée dans un monde bobo, new-yorkais, intellectuel. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Et Félisa connaît un peu mieux les réalités du monde humain. Voilà. Quel drôle de prénom, Shayna. Ça ressemble à Shane, la honte. Ça vient d'où? En fait, ça vient du yiddish. T'es yiddish, toi? Non, mais ça vient de Shane. C'est le même nom que schön en allemand. Ça veut dire joli. T'es jolie, toi? Non. Mais t'as raison, ça ressemble à shame. Eux me disent tout le temps, mais non, c'est la beauté. Et moi, je me dis tout le temps, mais non, c'est la honte. Shayna,
Sans blague. Quel drôle de prénom. Ils l'ont choisi aussi parce que c'est l'anagramme presque parfait de Nashua, la ville de New Hampshire où ma maman est née. Dites donc, c'est une accro des anagrammes, ta mère. Nashua, ville esclavagiste. Mais non, pas du tout. D'après mon père, toutes les villes états-uniennes sont esclavagistes. Mais non, la Nouvelle-Angleterre a été abolitionniste, tu devais le savoir, tu as grandi à Boston. Dans le New Hampshire, plusieurs hommes riches ont mis leur maison à la disposition du chemin de fer clandestin. Ouais, mais ils se sont enrichis comment? Par les filatures. Et on fabriquait quoi dans ces filatures? Ouais, des textiles. Des textiles en quoi? En coton. Et il venait d'où le coton? T'as déjà vu des capsules de coton se balancer dans le vent dans les forêts enneigées du New Hampshire? Où le coton est peut-être descendu en flottant de la lune. Et le sucre, pour fabriquer la célèbre mélasse de Boston. T'as déjà vu des champs de canne à sucre dans le Massachusetts? Manhattan 2006-2007. Contrariés par l'hypocrisie de l'école de Saint-Hilda, tes parents appellent la mère de Felisa et tous trois se mettent d'accord sur le choix de votre lycée. Toujours un établissement privé, bien entendu, mais rigoureusement non confessionnel cette fois. Le lycée vous rend plus proche encore. Imperceptiblement, vous vous transformez en femme. Felisa sort déjà avec des garçons, toi non, mais le sexe est souvent au cœur de vos discussions. Un jour, en vous empiffrant de bretzel, assise sur un banc de Central Park, Felisa revient pour la énième fois sur ce que vous nommez la fabrication de Shayna. Tu sais comment ton père s'y est pris concrètement? Pas vraiment, mais une fois j'ai entendu ma mère le taquiner au sujet d'un bocal à confiture et d'une poire à dinde. Tiens, c'est rustique. La cuisine du terroir, il n'y a que ça qui vaille, hein? Mais à ton avis, le jus de cuisson, là, il est entré comment dans le bocal à confiture? Procédé habituel, sans doute. Vous mâchouillez vos bretzels en essayant d'imaginer la chose. Au bout d'un moment, tu lâches en soupirant. C'est assez hallucinant de se dire qu'il y a des montagnes de porno soft dans les banques de sperme du monde entier. Bizarre qu'on appelle ça des banques. Les mecs font bien un dépôt, non? Si. Tu crois que ça fonctionne à tous les coups? C'est-à-dire? Je sais pas moi, s'ils sont blasés, il se passe quoi à ton avis? C'est comme avec la drogue, les gens s'habituent, ils ont besoin d'une dose plus forte, sinon ça marche pas. Alors ça doit arriver, des types à qui le porno soft ne fait plus d'effet, qui en ont épuisé les charmes. Ouais, t'as raison. Le mec, il reste trop longtemps en cabine, les employés de la banque se rendent compte qu'il y a un problème. Elle s'interpelle. « Hé, Jane, je crois qu'il y a des soucis. Le mec dans la F. »« Ok, Suzy, c'est quoi son truc ?»« Il dit qu'il faut des cougars lesbiennes africaines. T'aurais pas ça sous la main ?»« Attends, je vais voir. » Non, désolé. 0 cougar lesbienne africaine en ce moment. On a soit des cougars lesbiennes asiatiques, soit des écolaires lesbiennes africaines. Tu crois que l'un ou l'autre préfère la faire? Vous pouffez de rire, en voyant des miettes de bretzel décrire un arc dans l'air et tomber sur la pelouse, où des moineaux affamés viennent les dévorer. Peut-être que d'autres donneurs sont habitués à des trucs plus hard encore. Des fouets, des chaînes, genre... Je pense que pour mon papa, venant après Lily Rose, le soft a dû suffire. D'une certaine façon, cette femme-là est ta mère aussi. Qui, Lily Rose? Non, la travailleuse du sexe, qui s'est foutue à poil, qui s'est maquillée la tronche, qui a appris à ouvrir la bouche de cette manière si spéciale qui dit qu'elle meurt juste d'envie d'être violée, n'est-ce pas? Elle aussi a joué un rôle dans ta conception. T'as raison. Un rôle clé même. J'y avais pas pensé. C'est ma mère, elle aussi. Jean-Marie Théoda et Nancy Houston, vous venez vous asseoir avec nous. Comme ça, on va pouvoir
ouvrir officiellement ce dialogue entre vous deux. Elle va, Shaina, tomber amoureuse d'un médecin haïtien. Pourquoi vous avez eu envie de faire figurer aussi cette île à travers lui dans votre roman Nancy Houston? Eh bien, Haïti, c'est un pays qui a joué un rôle dans ma vie, en fait. Mais vous me croirez ou non, mais quand j'ai écrit ce roman, je ne connaissais pas ce monsieur. Donc c'est juste une coïncidence que mon roi de cœur est maintenant un Haïtien. Mais je crois que j'ai eu... Le livre est dédié à un ami haïtien qui est décédé maintenant depuis de longues années, mais qui a changé ma façon de voir le monde. C'est très important de changer notre façon de voir le monde, en fait. Et il a complètement cassé, mais pas de façon violente, juste parce qu'il savait que je ne savais pas. J'étais en train de vouloir revenir à ma langue maternelle, de vouloir écrire le Cantique des Plaines, de vouloir m'intéresser à l'histoire du Canada, etc. Et j'arrivais pas à m'intéresser à l'histoire du Canada. Je trouvais ça profondément ennuyeux. Pour moi, c'était les cow-boys, les Indiens. Ça n'avait strictement aucun intérêt. J'avais presque honte, je dirais, de venir, parce que je suis même pas québécoise. Je suis vraiment de l'Ouest. Mais je suis même pas de la côte Ouest. Je suis de l'Ouest sans intérêt. Je suis de l'Ouest, on va le voir tout à l'heure, lequel? Un ouest des plaines, un ouest du blé, du pétrole et tout ça. C'est vraiment les ploucs du Canada, quoi. Et donc, pour moi, qui était déjà parisienne depuis un long moment, comment est-ce que je pouvais réanimer, trouver un intérêt dans l'histoire canadienne? Et en fait, à force de discuter avec cet ami, Jacques Ré-Charlier, j'ai compris que l'Ouest du Canada était la fin d'une histoire qui avait commencé dans l'île d'Haïti. C'est-à-dire 1492, Colomb débarque à Hispaniola, qui est cette île-là, et on commence l'histoire de la colonisation des Amériques qui va, comme vous savez, créer des millions de morts, anéantir des peuples entiers, l'Europe dans toute sa splendeur, l'Espagne, la France et l'Angleterre surtout, et le Portugal pour ce qui est du Brésil, vont coloniser ces deux énormes continents qui je sais pas combien de... Toi, le géographe, ça fait combien de fois plus que l'Europe, cette superficie. Et l'histoire se termine en 1905, lorsque l'Alberta devient une province du Canada. C'est une des dernières régions du Canada à rejoindre la Confédération canadienne. Voilà. Et on a construit le chemin de fer à partir de l'Est et à partir de l'Ouest, et ça se rejoint chez moi, dans l'Alberta au début du XXe siècle. Et à partir de là, c'est la défaite totale, irréversible des peuples autochtones. Je crois avoir été une des premières à parler dans ce livre du kidnapping des gamins pour les mettre dans les pensions religieuses dont on a découvert les corps ces derniers mois. Et voilà, donc Haïti, pour moi, ça a été d'aller voir ce que c'était Haïti, de comprendre que c'était une île où on avait exterminé à peu près totalement la population autochtone, et on avait, pour cette raison, été obligé d'importer des Africains pour les exploiter comme esclaves pendant 200 ans, etc. Et Jean-Marie va prendre la parole à partir de là.
Haïti, c'est aussi pour vous une histoire d'amitié, une histoire de mots, une histoire de langue, peut-être aussi, ce territoire commun. Pour comprendre le titre du roman, Arbre de l'oubli, elle va découvrir, Shaina, en Afrique, ce rituel de l'arbre de l'oubli qui donne son titre au livre. Mais on le comprend aussi à travers ce que vous venez d'évoquer, Nancy Houston. Il y a cette idée de l'arbre de l'oubli qui est aussi aujourd'hui au cœur de nos sociétés qui ne savent plus d'où elles viennent, qui ne savent plus regarder en arrière, qui ont la mémoire courte, qui voient aussi leur généalogie détruite d'une certaine manière. Jean-Marie Théodat, sur cette histoire qu'on ne connaît pas, qui est quand même une histoire longue, une histoire du temps long, et qui nous raconte au présent. Oui, je pense que cette mémoire n'est pas morte. Notre généalogie individuelle est peut-être courte. Effectivement, Haïti, c'est 217 ans d'indépendance. La découverte du Nouveau Monde, c'est après 500 ans, d'accord? Mais néanmoins, il y a, comme disait très bien tout à l'heure et comme l'écrit très bien Nancy, cette énergie tripale qui circule à travers la mémoire. Et la mémoire n'est pas seulement une mémoire écrite, elle est également une mémoire orale. En Haïti, nous parlons aujourd'hui d'oraliture pour parler justement de cette transmission. Et dans le fond, nous n'avons pas oublié. Et au contraire, la douleur, lorsqu'elle est profonde, lorsqu'elle est universelle, elle ressurgit sous des formes multiples, soit à travers les artistes, soit de façon parfois plus éruptive, lorsqu'il y a des rébellions, des révoltes de peuple. Donc, en fait, la mémoire n'est pas courte, la mémoire, elle est universelle. Vous citez dans le livre le tremblement de terre de janvier 2010 qui a secoué Port-au-Prince. Comment va Haïti aujourd'hui? C'est vrai qu'on a toujours le sentiment que c'est une île qui va aussi de catastrophe en catastrophe naturelle, économique, politique. Aujourd'hui, vous qui êtes un voyageur, comme tous les géographes, vous pouvez nous donner des nouvelles de ce monde qui est aussi le nôtre? Alors, les géographes, justement, pour résumer la situation, on parle parfois d'antimonde. Antimonde, c'est le contraire de la globalisation. C'est-à-dire, la globalisation a besoin, pour s'actualiser, pour donner sa pleine mesure, de ces espaces creux, de ces trous noirs où il n'y a ni loi, ni principe, ni règles, et où tout peut se résoudre comme, en fait, entre des vagabonds, entre des malfrats. Vous n'êtes pas sans savoir que le président de la République a été assassiné dans des conditions qui restent encore aujourd'hui obscures. Et toutes les informations qu'on essaye de donner pour expliquer le scénario ne tiennent pas la route. Donc Haïti, c'est l'exemple de l'effondrement de l'État lorsque les principes qui sont le fondement de l'humanisme ne sont plus d'actualité. Lorsque on considère que c'est du chacun pour soi, lorsque justement ce sont les hommes violents qui mènent la danse et que c'est le plus fort, celui qui parle le plus haut, celui qui s'est tapé sur la table qui l'emporte. Haïti est peut-être l'archétype d'un territoire où ce sont les testostéronés qui ont dès le départ donné le là, et aujourd'hui tous les autres sont partis. Il y a un autre ami haïtien, Nancy Houston, je vais peut-être le citer en vous demandant pendant ce temps de rejoindre une fois encore le pupitre, à moins que vous souhaitiez faire la projection. On va regarder les photos de votre province et raconter aussi cette dernière séquence-là, d'ici ou de là-bas, comme vous le souhaitez, de là-bas. Non, citer l'ami Dany Laferrière, académicien, haïtien, canadien également, qui a cette très jolie phrase dans son livre « L'exil vaut le voyage ». Il dit « Si j'ai fait ce livre, c'est parce que j'en avais marre qu'on associe uniquement l'exil à une douleur », écrit Dany Laferrière. Vous avez aussi, l'un et l'autre, soldé les comptes de vos exils, et avec le sentiment que cet exil ou ces exils sont peut-être aussi positifs, qu'il peut y avoir dans ce voyage, dans ces exils, du bonheur, une forme de bonheur. Bonheur, c'est peut-être un peu forcé, si vous voulez, l'imagination. Mais, lui, il parle du bonheur de ces visages découverts. Une jubilation, certainement. Une jubilation. Parce que moi, j'ai peur du bonheur un peu extatique, mais une jubilation réelle. C'est-à-dire, il y a une participation à l'idée que
la vie ne s'arrête pas avec nous et que surtout la douleur n'est pas un motif de désespoir ni de découragement et qu'au contraire, nous avons... j'ai rencontré une fois un philosophe, historien, Fernando Cueto de Colombie, et qui me disait d'une façon un peu symbolique, nous, les peuples du Nouveau Monde, nous sommes des peuples de la joie. Il dit c'est ce qui nous caractérise. Et je trouvais ça un peu bizarre. Je lui dis mais nous n'avons pas le monopole de la joie. Pourquoi dis-tu cela? Il dit parce que tout simplement, pour nous qui sommes arrivés en Amérique au fond de la cale des négriers, qui avons survécu à la traversée, qui avons survécu à l'esclavage, il dit seuls ont survécu ceux qui avaient en eux suffisamment de musique pour continuer le message et le transmettre aux générations suivantes. Tous les autres, tous ceux qui étaient écrasés par la tristesse ont disparu. Donc en fait, nous sommes vraiment le peuple de la joie. C'est beau. Et moi, je trouve que l'exil, le mot exil est trop vague. Et bien sûr, il y a des exils non volontaires, des exils qui sont le résultat d'une situation catastrophique chez soi, économique ou autre. Et donc, les gens qui vont en exil comme c'est leur seul espoir de survie. Nous avons l'un et l'autre un exil choisi. C'est déjà un très grand avantage. Et je dirais, c'est devenu mon sine qua non, c'est mon identité fondamentale d'être divisée entre pas seulement le Canada et la France, parce que j'ai aussi vécu longtemps aux États-Unis. Puis je connais pas seulement Paris, mais aussi le Berry, vraiment profondément. Donc j'ai plusieurs identités qui me constituent et qui me confortent. Mais ce n'est pas une souffrance. Ce n'est pas une souffrance. C'est là, je recommande à tout le monde d'apprendre des langues étrangères qui relativisent vos certitudes. C'est tellement important de relativiser nos certitudes. Dès que vous parlez une langue étrangère, dès que les choses ont deux mots différents pour dire la même chose, et vous comprenez que plus rien ne va de soi. Je recommande à tout le monde d'élever des enfants dans une langue étrangère. Ça vous civilise. Vous ne pouvez pas disjoncter aussi facilement dans votre deuxième langue que dans votre première langue. Vous ne devenez pas des monstres pour vos enfants. Vous faites des fautes dans votre langue acquise quand vous êtes en colère, et donc forcément vous devenez ridicule, et c'est très important. Donc je suis pour tout ce qui complexifie l'identité. Pardon, Olivia, je voulais ajouter juste encore une chose par rapport à une question ancienne de cette belle discussion. Je vous remercie. Est-ce que l'écriture est une psychothérapie? Et l'écriture comme psychothérapie. Et donc, non, parce que quand on va en psychothérapie, on a envie de guérir, et quand on écrit, on n'a pas envie de guérir, on a envie de continuer d'ouvrir les plaies encore et encore. Mais oui, parce que vraiment, ça fait du bien de donner une forme à la vie, comme je disais. C'est très difficile d'améliorer le monde, mais on peut toujours améliorer une page qu'on a écrite. Et la page qu'on a écrite fait partie du monde. Et donc, quand on a amélioré une page qu'on a écrite, on a un tout petit peu amélioré le monde. C'est vraiment meilleur ce soir que ce matin. Et je dirais que je ne supporte pas de vivre que dans le réel. J'ai vraiment besoin de cette autre dimension. Ça me console, ça me construit. Oui. Alors ce réel, on va s'y confronter un peu avec vous tout de suite, Nancy Houston, parce que vous avez cherché, vous l'avez rappelé, à comprendre la nécessité de comprendre d'où l'on vient, de se retourner aussi pour trouver des réponses aux questions que vous vous posiez, ce que vous avez fait dans 2 livres, Le Cantique des Plaines et dans Nord perdu, paru dans les années 90, 10 ans après votre premier roman. Vous en avez souvent parlé de ces 2 livres comme d'une étape nécessaire de se retourner vers le passé et puis de le raconter, de vous le réapproprier. Ce passé-là, on va aller vers le Canada, vers cette province du Canada où vous avez grandi, et vous avez aussi assisté, constaté
la destruction de cette terre qui était la vôtre, de cette terre natale, cet ancien chez vous qui est devenu aujourd'hui le symbole pour vous de l'arrogance des hommes. C'est un voyage en images et en mots, un retour au pays natal que vous aviez imaginé à l'été dernier et présenté déjà au Théâtre Antique d'Arles. Photographie, mots, c'est maintenant. Merci. Juste un mot, c'est que ce voyage était fait dans la perspective de recherche pour un roman que j'étais en train d'écrire, que j'allais écrire, qui s'appelle Le Club des miracles relatifs. Donc, tout ce grand voyage était, je prenais des notes en vue de cela. Quand, jeune étudiante, j'ai lu les mythologies de Roland Barthes pour la première fois, j'étais bien loin de me douter à quel point l'existence humaine est imprégnée, non pétrie, non faite inextricablement de mythes. Cette photo de moi, en 1962, à l'âge de 9 ans, en est un exemple sublime. La fillette qui se sait déjà pré-ado pose pour la caméra. D'un geste et avec un sourire emprunté, elle présente une bête sauvage, jeune caribou mâle enfermé derrière un grillage dans un parc animalier de sa ville natale de Calgary. Elle porte une montre au poignet gauche, une barrette dans les cheveux, des habits d'été parfaitement assortis, blanc sur blanc. Sans le savoir, bien sûr, elle participe pleinement de la bêtise et de l'arrogance crasse de sa culture européenne-américaine, qui consiste à penser que ce qu'il faut faire avec les bêtes et les humains sauvages, c'est les enfermer, puis se faire prendre en photo en faisant semblant d'être en rapport avec eux, alors que le seul rapport entre nous est un rapport de domination, de contrôle, d'assujettissement. Je vous invite à suivre cette Calgarienne dans un retour aux sources qui s'est déroulé 52 ans après cette photographie, à travers les photos de son ami Guy Auberson, qui vous montreront de quelle manière, d'un chez-soi évident et naturel, sa province natale lui est devenue horreur. Sous le naturel, disait Roland Barthes, toujours chercher l'histoire. Elle a donc grandi dans des villes de colons, même si on ne les appelle jamais ainsi. Non seulement Calgary, où elle est née, mais aussi Edmonton, capitale de l'Alberta, province de création récente, nommée d'après une princesse britannique quelconque. Mais bon, si je me mets à décortiquer tous les mythes, nous y serons encore à Noël. Voici le centre-ville d'Edmonton en 2014. Et voici la carte des compagnies pétrolières s'étant arrogée à 450 km au nord-est d'Edmonton, une part des terres couvertes de forêts magnifiques, terres pourtant cédées aux autochtones au début du XXe siècle par les traités numéro 6 et 7, pour procéder à des opérations d'extraction de pétrole brut dans les riches sables bitumineux. Il y en a 300 de compagnies. En 2014, elles extraient de ces terres 1 million de barils de brut par jour. Devenue adulte entre-temps, la Calgarienne, qui s'appelle Nancy, visite en compagnie de ses complices, Jean et Guy, le centre de découverte des sables pétroliers de Fort McMurray, épicentre de ces opérations rutilantes. On leur explique que Big is beautiful, qu'il y a plus de pétrole dans les réserves albertaines que dans celles de l'Arabie saoudite, et que c'est un endroit vraiment fantastique pour 1000 raisons, dont la première et la dernière s'appellent Dollar. Ensuite, avec une trentaine d'autres touristes, la Calgarienne et ses camarades s'offrent un tour guidé du site de la compagnie Suncor. C'est parti. La verdure se bat de toutes ses forces, mais elle perd. Elle perd. Elle perd. Elle perd. Au moins la compagnie Suncrude avoue être dans le storytelling. Venez qu'on vous raconte une histoire, dit cette affiche. Suncrude, Canada,
premier producteur mondial de brut à partir des sables pétroliers, a choisi de créer cette galerie par respect pour les peuples premiers et leur contribution au succès de l'entreprise, en espérant qu'elle permettra aux autres Canadiens de se familiariser avec la culture autochtone, de respecter les différences et de partager des expériences qui conduiront à la pleine inclusion des peuples premiers du Canada dans tous les aspects de la société. Syncrude incarne le même mythe exactement que la fillette au parc animalier. Devant les caméras, elle montre, en souriant, feignant la complicité, la bête sauvage qu'elle a enfermée. Le Magical Mystery Tour se poursuit. Bon, la fumée de soufre s'avère toxique parfois et à force de travailler en sous-sol 12 heures par jour, 14 jours d'affilée, certains hommes finissent par avoir du mal à respirer. Mais ne vous inquiétez pas, il est prévu qu'on les soigne. Puisque Big is Beautiful, le Dieu suprême ici, est l'excavateur, grand comme un immeuble de 2 étages. Déjà au centre de découverte, on pouvait faire un vœu en déposant une pièce ou un billet de banque dans un excavateur miniature. Maintenant, on voit de nos yeux ce dont ils sont capables. Oui, il s'agit bien de dieux. On les célèbre dans l'art local, la courte pointe. Qui sont, comment vivent les hommes qui travaillent ici? D'où viennent-ils et pourquoi? Eh bien, ils viennent pour s'enrichir rapidement, le plus souvent de loin, des Philippines, de la Chine, de la Syrie, du Maghreb, sans parler d'un important contingent des provinces de l'Est canadien, Terre-Neuve surtout, mais aussi le Québec. Et ils vivent dans des logements construits par les compagnies, tout près du site. Comme ça, boulot dodo, dodo boulot, même pas besoin de métro. S'ils ont une voiture, ils peuvent la garer à proximité. Mais qui dit 10 000 hommes seuls, dit besoins sexuels massifs à assouvir. Comme partout, celles qui s'occupent de les assouvir sont les femmes les plus fragiles sur le plan social et économique, très souvent les femmes autochtones. Plus de 1000 femmes autochtones ont été tuées ou ont disparu, entre guillemets, en Alberta depuis le début du boom pétrolier ici, il y a 15 ans. Dégâts collatéraux. Autres dégâts collatéraux, les oiseaux. Hélas, ceux-ci ne cessent de se poser pour se désaltérer sur les lacs de rétention autour des sites, sans comprendre que ces lacs recueillent les eaux usées, empoisonnées de la fracturation hydraulique. Pour dissuader les oiseaux de mourir ainsi en public, ce qui est mauvais pour l'image de l'industrie, on diffuse en alternance et en permanence des coups de canon, de la musique classique et des bruits de la jungle. Mais on a beau construire des murs pour contenir ces lacs, on ne peut leur construire un sol. Les poisons s'infiltrent donc dans la nappe phréatique et rejoignent le fleuve Athabasca qui coule vers le nord. Suivons l'Athabasca, allons voir où il débouche. Hélas, il n'y a pas de route. Notre Calgarienne et ses 2 camarades montent donc dans un petit avion à 4 places qui les dépose à la ville de Fort Chipewyan, sur le delta du fleuve. Nous voici à 600 km de la ville des colons où le voyage a commencé. La ville des Autochtones a une toute autre allure. Là, on commence à mesurer l'efficacité du « vraiment grand » vanté par Fort McMurray. C'est la mort. Voici un petit enfant qui est mort le jour de sa naissance, le 8 octobre 2011. Le nombre de ses prénoms cherchant à compenser la brièveté de sa vie. La Calgarienne a 61 ans. Dans les tombes de Fort Chip, personne n'est aussi âgé qu'elle. Rares sont ceux qui ont dépassé la 50aine. L'alcool, le tabac, la drogue, le désespoir les a tués à petit feu, mais à 15 ans, à 12, à 6, pourquoi toutes ces tombes d'enfants?
Vu que le fleuve est toxique, toutes les sources de nourriture des autochtones, poissons, rongeurs, cervidés, trimballent des poisons lourds. Les gens attrapent des cancers rares, des maladies de la thyroïde. Ils meurent. Ils meurent. Ils meurent. La Calgarienne sortira de ce voyage transformée, choquée, furieuse et surtout désireuse d'aider à fracasser les mythes qui l'ont formée et déformée depuis sa prime enfance. Plus jamais elle ne se laissera prendre en photo, souriante, montrant une force par son peuple défaite. Merci beaucoup Nancy Houston pour ce retour aux sources empoisonnées, comme vous avez titré ce récit de voyage. Voilà, ça s'envole aussi chez moi, où vous nous racontez comment vous avez vu de vos yeux vus ce changement, ce cycle, exploitation, destruction, les dérèglements du système. C'est vraiment Gaïa, la terre entière qu'il s'agit de défendre désormais, contre notre gigantisme, notre hubris, contre nous. Voilà ce que vous écrivez dans « Je suis parce que nous sommes », où vous définissez aussi l'humain comme la seule bête méchante, hein, Nancy Houston, dans ce livre. Il y a la question de la souffrance animale qui est aussi très importante pour vous aujourd'hui et qui revient dans ce dernier roman, Arbre de l'oubli, à travers Joël, le père de Shaina, qui va faire de ce sujet la thèse. Hein. Il va travailler vraiment son sujet de thèse sur ces questions-là et s'affirmer face à son frère, en lisant. Je vais peut-être terminer, si vous voulez, en citant quelques mots de cet extrait, de ce passage de ce livre, de votre roman sur cette question. Mais d'abord, j'avais juste envie de vous demander, au vu de ce que vous venez de nous raconter, en quoi vous croyez encore? Vous avez ouvert sur votre optimisme modéré de ce qui peut changer. En quoi croyez-vous, Nancy Houston? Je crois en l'amour. Je crois en l'humour. Je crois, mais je crois... oui, c'est à peu près ça. Il y a des jours où je crois en l'art, mais peut-être c'est une sous-catégorie de l'amour et l'humour. Oui, je crois en ces deux choses-là, mais c'est déjà énorme. Ensuite, on n'est pas appelé forcément à imaginer un monde paradisiaque ou utopique où tout le monde s'entendrait. Je n'ai jamais, en fait, cru très sérieusement, par exemple, en la révolution communiste ou autre. Et je ne me fais vraiment pas d'illusions. Mais par contre... la croyance ne s'applique pas que l'avenir. L'amour est une chose effective de tous les jours, qui est toujours à portée de la main. C'est pas une chose qui adviendra, c'est une chose qui est toujours à notre portée et qui nous est toujours loisible de créer, de partager, jour après jour. Et nous ne sommes jamais à la hauteur de notre idéal de ce point de vue. Mais c'est très important pour moi, je dirais. Voilà. Quand on a chaque fois qu'on fonde une religion, que ce soit le christianisme ou autre, mais moi j'ai été élevée dans le christianisme, donc c'était une très belle idée de dire Dieu est amour, et de montrer l'image d'un enfant qui naît comme l'image de ce qui est sacré. C'était une belle idée, et avec les belles idées, les êtres humains ont vraiment une très très fâcheuse tendance à fabriquer des systèmes qui deviennent des hiérarchies, qui deviennent des formes de pouvoir, qui deviennent des formes d'exclusion et de massacre. Donc je ne peux vraiment pas dire j'adhère à telle ou telle église ou autre, mais l'idée que Dieu est amour, oui, j'aime bien cette idée-là. Et encore une fois, c'est important de dire à quel point c'est ici et maintenant. J'ai
amie très importante, Annie Leclerc, qui a influencé ma pensée sur beaucoup de thèmes, sur les hommes et les femmes, sur les prisons, sur le mal. Et elle est décédée en 2006. Et je me rappellerai toute ma vie comme elle a convoqué dans sa chambre à l'hôpital où elle se savait mourante, les gens qui étaient importants pour elle, pour leur dire en quoi ils avaient été importants, en quoi ils l'avaient aidé à vivre, pour leur dire merci, pour leur dire la joie que c'était ce qu'ils avaient fait, ce que nous avions fait ensemble. Et c'est une leçon de sagesse énorme, énorme. J'ai eu la chance de connaître des individus, un certain nombre d'individus qui m'ont marqué et qui sont pour moi des boussoles. C'est mon or, je ne les oublie pas. Je n'ai pas besoin d'une religion pour dire je crois en ça qu'ils m'ont donné, cet amour qu'ils m'ont donné, qui me sert de colonne dorsale jour après jour. Arbre de l'oubli, vous écrivez « Obsédé par la souffrance qu'infligent les humains aux autres espèces animales, il recopie, c'est Joël, de longs passages de livres qu'il emprunte, les prolongeant de ses propres pensées, commentaires et questions. Il remplit de sa grande écriture régulière un bloc-notes jaune après l'autre, après avoir recopié les premiers chapitres de la Genèse, où Dieu octroie à l'homme le droit de nommer et de dominer les animaux de la terre, de la mer et du ciel. Il entoure ses citations de points d'exclamation. Mauvais début, griffonne-t-il dans la marge, connerie complète. En clair, Dieu n'existe pas en dehors des cerveaux humains. Il est essentiellement la projection de nos propres défauts. Nous l'avons fait à notre image, colérique, égoïste, irritable et incohérent. Vous plaidez quand même par ailleurs et vous rappelez qu'il y a quand même des forces de la nature, qu'il y a aussi la valeur sacrée de la création. Vous appelez avec d'autres aujourd'hui, et notamment à travers ce savoir, cette sagesse autochtone, à en revenir à ce qu'étaient les croyances des Premières Nations. Ça, il nous invite à croire à quelque chose d'autre, quelque chose d'un peu au-delà de nous, au-dessus de nous, une certaine forme de sagesse. Et ça nous renvoie peut-être pour terminer sur ce vieil Indien qui habite en vous. Vous avez souvent parlé de lui, ce témoin intérieur à qui vous parlez et qui vous parle. Qu'est-ce qu'il vous dit en ce moment? Comment il va? Il est en colère? Il est peut-être encore plus pessimiste que moi, mais il voit qu'effectivement, vous faites bien de le rappeler, il voit que de plus en plus de gens dans notre monde qui était trop arrogant et trop incohérent, sont en train de comprendre l'importance de la terre sur laquelle on marche, l'importance du partage avec les autres espèces, comme je disais tout à l'heure. On fait un progrès. Moi, je vois beaucoup de signes de cette chose-là. On est en train de comprendre cet autre sacré, effectivement. Qu'est-ce qui est sacré? Mais c'est simplement le fait de pouvoir vivre, c'est un miracle. Nous avons aussi le miracle supplémentaire de la conscience, ce qui est encore quelque chose d'inouï. Mais nous sommes arrivés, les gens de la culture européenne, chrétienne, avec une sûrement mauvaise interprétation du message du Christ, mais c'est ça qu'on a apporté en disant ceci est sacré, cela est païen. Et donc, avec vos fêtes où vous fêtez le soleil, la lune, c'est n'importe quoi, tout ça c'est païen. Et on pensait qu'on avait toute la sagesse et qu'on allait les civiliser en leur apportant notre sagesse. Et maintenant, on comprend qu'ils avaient vraiment, eux, élaboré une sagesse sur des millénaires qui était en harmonie avec le reste du vivant et que nous avons beaucoup à se mettre à leur école, effectivement. Et là, il y a de l'espoir. Merci beaucoup, beaucoup à vous, Nancy Houston. Je vais citer les 2 livres qui sont parus cette année, sur lesquels on s'est principalement appuyé pour cet échange et cet entretien. Arbre de l'oubli, c'est votre dernier roman, aux éditions Actes Sud, et Je suis
parce que nous sommes aux éditions du Chemin de Fer, hein, si ma mémoire est bonne. Un grand merci à vos invités, à Freddy Eichelberger qui a joué pour nous, pour vous, et qui s'est mise au violon pour cette première occasion, à Jean-Marie Théodat bien sûr, merci beaucoup à vous, à Nicolas Lafitte et à Pierre Morales qui nous ont aidés dans la préparation de ce grand entretien avec toutes les équipes d'Olé Beaujour. On les remercie vraiment beaucoup parce qu'en amont, hein, ça se travaille ces grands entretiens de manière assez exceptionnelle, et merci aux garçons et aux filles qui s'occupent du son, de la lumière aujourd'hui, de l'accueil, de la régie. Bon, bref, merci à tous surtout d'être venus. Merci à Olivia Gisbert. Merci infiniment. Merci Nancy. Merci à vous tous d'être venus.